J'ai tellement ri que j'en ai fait pipi dans ma culotte. Qui n'a pas entendu cette expression? On va parler des fuites urinaires chez les femmes, mais pas que. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors quand votre vessie vous joue des tours et que, oups, il y a une petite goutte de pipi qui s'échappe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça tout de suite avec le docteur Dilbago. Dilbago, vous êtes gynécologue à Strasbourg, gynécologue obstétricienne, et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont par exemple Ménopause, pas de panique, et puis aussi Vagin, on vous dit tout. On est également allé interviewer le professeur Yann Nozillet, qui est urologue à l'hôpital Foch à Paris et qui est membre de l'AFU. Odile Bagot, les fuites urinaires, qu'est-ce que c'est? C'est une perte d'urine qu'on n'a pas contrôlée et qui est tout à fait involontaire. Et pour la HAS, on parlera vraiment d'incontinence urinaire lorsque ça va être un trouble qui va gêner la femme. Et c'est un problème à la fois social, hygiénique et psychologique, parce que l'estime de soi en prend un coup quand on a des fuites urinaires. Social, on comprend bien, hygiénique aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des choses comme ça, non? L'hygiène, c'est surtout une question d'odeur. C'est une question d'odeur. C'est une question d'inconfort aussi. Des complications à proprement parler, si vraiment ça s'accompagne de descente d'organes, ça peut être plus compliqué que ça. Alors, on va revenir sur les raisons de l'incontinence urinaire chez la femme. Où est la défaillance? C'est très important de connaître les mécanismes de l'incontinence urinaire. On peut dire que ça va se situer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le problème d'une vessie qui est descendue. Et la vessie, vous voyez, c'est un contenant et puis on a l'urètre. Et entre la vessie et l'urètre, on a le fameux sphincter urétral. Et normalement, tout ce système-là, c'est on va peut-être voir une petite infographie qui va nous aider à comprendre tout ce que vous nous dites. Alors allez-y, continuez vos explications. Voilà. Donc, on a la vessie avec son sphincter et son urètre qui est dans la cavité abdominale. Et lorsque tout ça descend, le sphincter va se trouver trop bas. Et lorsqu'une pression, comme par exemple un effort de toux ou un éternuement, va s'exercer sur la vessie, si le sphincter est dans la cavité abdominale, ça va appuyer sur le sphincter, ça va le fermer. Mais si ce sphincter est descendu, on a une pression sur la vessie, pas sur le sphincter, et là, ça va fuir. Ça, c'est le mécanisme de l'incontinence urinaire d'effort, dite par défaut de transmission. Ensuite, on a des vessies qui sont un petit peu capricieuses et nerveuses, ce qu'on appelle une vessie instable. Là, ce sera des envies d'aller uriner urgentes, ça s'appelle de l'urgenturie, une urdiction par impériosité, et si on n'a pas eu le temps de réagir, hop, ça fuit. Et puis, on a malheureusement des insuffisances du sphincter. Donc, le petit clapet qui doit vraiment fermer, c'est un muscle lisse sur lequel on n'a pas de contrôle par la volonté. Et si ce sphincter est insuffisant, on a beau faire, ça va fuir. Voilà les 3 grands mécanismes. Est-ce que ces problèmes-là peuvent en cacher d'autres plus graves? Alors, il y a certaines maladies, en particulier neurologiques, qui vont donner des incontinences urinaires. Ça, c'est tout à fait connu. Et puis, l'incontinence urinaire, elle fait partie d'un certain nombre de comorbidités. Dans le diabète, dans les syndromes dépressifs, les troubles cognitifs de la personne âgée, les problèmes de toux chronique et ainsi de suite. Donc, l'incontinence va faire partie de ce tableau-là. Il y a des gens qui ont toujours envie d'uriner. Alors ça, c'est une autre affaire. Ça ne fuit pas forcément. Ça peut être des mauvaises habitudes. Par exemple, ce qu'on appelle la potomanie. Il y a des femmes, elles ont entendu buvez, éliminer, et elles boivent tout le temps. Donc, elles auront tout le temps envie de faire pipi. La seule question à leur poser, c'est est-ce que c'est pour 3 gouttes ou bien est-ce que c'est pour des mictions normales? Si c'est des mictions normales, il suffit de réduire les apports. Si c'est pour 3 gouttes, ça rentre dans le cadre de cette fameuse instabilité vésicale. Mais jusqu'à un certain stade, ça tient, ça ne fuit pas. Et quand on urine 3 gouttes comme ça tout au long de la journée, tout le temps, ça finit par poser un problème ou pas? Alors déjà, on va s'assurer que ce n'est pas une infection urinaire. Oui. L'infection urinaire, ça peut déjà être ça. Ça pose un problème social, parce que déjà, ce sont par exemple des femmes qui, avant d'aller faire leurs courses, vont repérer les toilettes publiques. Elles vont partir de chez elles, elles vont vider leur vessie. Dès qu'elles rentrent, elles vont se précipiter. Donc ça va conditionner toute leur vie. Et c'est un réel handicap dans le quotidien. Est-ce que c'est à dissocier de ce qu'on appelle le syndrome de la clé? C'est-à-dire qu'on rentre chez soi. Hein? C'est très juste. Non, c'est du même ordre. Donc, il y a bien une petite participation psychologique. Nombreuses sont les femmes qui me disent « ça va, je tiens, je fais mes courses, mais je mets la clé dans la porte et il faut que je cours aux toilettes. » C'est une réalité. Et ça rentre dans le cadre de ces impériosités mictionnelles. Et ça, c'est pas que les femmes, c'est tout le monde. Ah non, moi, je parle des femmes, je ne peux pas vous dire.
le profil de la femme qui a des problèmes de fuite, qu'est-ce que c'est? Les facteurs de risque, tout ça? Alors, on a vraiment 3 causes qui ont été parfaitement identifiées comme étant des facteurs de risque importants d'incontinence urinaire. C'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a de risques. Et la bonne nouvelle, c'est que ça semble se stabiliser autour de 65 ans. Le deuxième facteur de risque, c'est le nombre d'accouchements. On a vraiment une différence significative à partir de 3 accouchements et le poids des bébés. Plus vous avez fait de gros bébés, plus vous en avez fait, plus vous avez des risques d'incontinence urinaire. Et la troisième cause parfaitement identifiée, c'est l'hystérectomie. Parce que l'utérus, dans le pelvis, il est quand même rattaché en hauteur, voilà, au lombo-ovarien, etc. Et ça maintient aussi un peu la vessie. Donc l'hystérectomie, c'est un facteur de risque. Donc ça, c'est très identifié. Maintenant, on sait aussi que les femmes en surpoids ou les femmes à la ménopause vont avoir plus de problèmes d'incontinence urinaire. Et tout ce qui aura pu augmenter la pression dans l'abdomen, eh bien, va faire descendre notre sphincter et va être responsable d'incontinence urinaire d'effort. Les fuites urinaires, ça concerne les femmes, mais pas que. Mais pas que. Alors, on est allé poser la question au professeur Yann Nozillet, qui est urologue à l'hôpital Foch. Et on va écouter ce qu'il nous dit, Yann Nozillet. Les fuites urinaires existent également chez les hommes parce que, comme les femmes, les hommes ont une vessie dont le fonctionnement neurologique détermine la bonne vidange et le bon remplissage. En fonction de maladies qui peuvent toucher les nerfs, la vessie peut ne pas être capable de contenir normalement les urines et donc se vider de façon anormale, de façon hyperactive. On parle d'hyperactivité vésicale et ces fuites donc peuvent toucher aussi bien les femmes que les hommes. Il peut également y avoir des problèmes de contrôle central, c'est-à-dire par le cerveau de la vessie, et avec l'altération des fonctions cognitives, la démence, l'avancée en âge, eh bien, on peut avoir de plus en plus de mal à contrôler ses sphincters et parfois donc à retenir ses urines. Et puis surtout chez les hommes, il y a la iatrogénie, c'est-à-dire l'effet indésirable de traitements qui vont concerner la prostate pour la plupart, notamment le traitement du cancer de la prostate avec la radiothérapie, avec la chirurgie du cancer, qui vont pouvoir affaiblir le sphincter strié, le muscle du plancher pelvien, celui qui permet de retenir les urines volontairement, et donc favoriser la survenue de fuites à l'effort, au rire, à la toux, à la marche, pour lesquelles la prise en charge se rapprochera un peu de celle de la femme, c'est-à-dire basée sur de la kinésithérapie et au besoin de traitements plus complexes, par exemple la chirurgie avec des sphincters artificiels. Donc, pas d'exclusivité pour les fuites urinaires chez la femme, mais lorsque ça survient chez l'homme, il ne faut pas hésiter à en parler et à consulter. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler, à consulter. C'est le conseil que vous donnez aussi à vos patientes? Oui, il faut le dire d'autant plus qu'il y a toujours ce sentiment de honte ou de culpabilité et les femmes n'osent pas en parler. Donc il faut vraiment que dès qu'elles ont un doute sur leur étanchéité, elles en parlent à leur médecin, à leur gynécologue ou leur sage-femme. Oui, honte, culpabilité, parce qu'en fait, on fait pipi dans ses culottes quand on est petit. Voilà, et puis on nous dit, quand tu seras grand, tu feras plus pipi dans ta culotte. Voilà. Et quand on refait pipi dans sa culotte, ça nous ramène à des choses qu'on n'a pas envie. C'est la perte de contrôle de soi. On se sent devenir quoi, sénile, gaga. C'est quoi? Oui, on perd justement de l'estime de soi et pourtant, c'est loin d'être anecdotique. Ça touche quand même 25 à 45% des femmes adultes. C'est quand même beaucoup de monde. Et donc, c'est vrai que ça reste quand même encore un sujet tabou. Et 25 à 45%, c'est entre un quart et la moitié des femmes. Donc, on va dire c'est quasi normal. Oui, alors, il y a des petites fuites urinaires, je veux dire, un fou rire, vous avez 15-20 ans, vous rigolez avec les copains et vous riez tellement, vous faites pipi dans votre culotte. Ça, c'est pas de l'incontinence urinaire. Maintenant, vous avez aussi accouché 1, 2 fois, vous avez 45 ans, et puis vous avez un éternuement intempestif, il y a une petite goutte. Ça, c'est aussi possible. Mais quand ça devient... Le bon indice, en fait, c'est quand on pose la question à une femme, est-ce que vous êtes obligé de vous garnir? Et souvent, les femmes disent « Oh non, pas beaucoup. » Enfin, un petit protège-slip quand même. Un petit protège-slip, c'est déjà trop. Ça veut dire que ça va impacter le quotidien de la femme. Les causes. Alors, on va essayer de scanner toutes les différentes causes d'incontinence urinaire. Alors, les causes d'incontinence urinaire d'effort. Ça, c'est celle qu'on connaît bien puisqu'on a des facteurs qui vont influencer cette fameuse descente de vessie et reprenons tout ce qui va augmenter la pression dans l'abdomen. Le poids,
les grossesses, euh, les toux chroniques, donc comme dans la bronchite chronique par exemple, la constipation chronique, ça aussi, ça va appuyer sur la vessie et les organes intra-abdominaux. Mais aussi, oui, Si je fais du sport, par exemple, et je fais des abdominaux, ça va, c'est une cause possible. exactement. J'allais y venir parce qu'effectivement, des abdominaux pas faits de manière intelligente, et je vais vous expliquer comment les faire, ça va pousser votre périnée. Pour faire des abdominaux, il faut déjà les faire en hypopression abdominale, c'est-à-dire qu'on va les faire déjà en expiration, pour ne pas pousser vers le bas. On va les faire en raccourcissement, c'est-à-dire en remontant bien les jambes vers les épaules. Et on ne va pas trop tendre ses jambes. Donc, il faut vraiment toujours avoir l'impression d'avaler son ventre quand on fait des abdominaux. Or, parfois, on les fait, j'ai fait 100 séries d'abdos, et vas-y, et à ce moment-là, on va appuyer sur notre périnée. Donc, effectivement, le sport, c'est bien, mais il faut toujours penser à ses organes intra-abdominaux et donc à soutenir effectivement son périnée, parce que lui aussi, il a quelque chose à voir dans cette affaire-là. Dans les autres causes d'incontinence urinaire… Parce que ce n'est pas toujours le périnée, hein, les causes d'incontinence. Non, alors justement, les autres causes. Oui. Alors, le périnée, en fait, il n'a rien à voir dans l'incontinence urinaire, il a à voir dans le fait de pouvoir pallier l'incontinence urinaire. Et ça va être notre sphincter de secours. Donc, dans les autres causes, il faut penser effectivement aux causes médicamenteuses. Les diurétiques, quand la vessie est tout le temps pleine, on a plus de risque de fuite. Il y a effectivement des médicaments, certains médicaments pour la prostate, mais ça ne va pas concerner nos petites dames, mais ces fameux alpha-bloquants, on les trouve aussi dans certains hypotenseurs. Donc ça aussi, ça peut jouer sur la continence urinaire. On a aussi ces fameux troubles du comportement qui sont cette dite potomanie, de boire vraiment beaucoup trop. Et puis, qu'est-ce qu'on va trouver encore comme cause? Donc, on a les fameuses causes neurologiques qu'on va rechercher aussi. Et dans les fameuses hyperactivités vésicales, on ne sait pas pourquoi des femmes ont cette hyperactivité. Ce qu'on sait, c'est qu'en ménopause, le manque d'œstrogène… J'allais vous le dire. Ménopause, pas de panique. Voilà. Alors, est-ce que la ménopause a un rapport avec les fuites urinaires et l'incontinence? Un petit peu. Bon, d'abord parce qu'on a avancé en âge. Souvent, on met sur le dos de la ménopause beaucoup de choses qui sont malheureusement liées à l'âge. Donc, les tissus vont se détendre naturellement avec l'âge, y compris donc, ceux de la vessie. Par ailleurs, on sait que les œstrogènes ont vraiment un effet, comme on dit, trophique, c'est-à-dire que ça va faire du bien à la muqueuse vaginale, ça on le sait, mais aussi à la muqueuse vésicale. Et quand on manque d'œstrogène, la vessie va être beaucoup plus sensible, on risque de faire plus d'infections urinaires, elle va être plus hyperactive, et puis elle va être moins continente aussi. Et dans certains types d'incontinence ou d'hyperexcitabilité, on va donner des œstrogènes par voie vaginale, parce qu'ils vont pouvoir passer ainsi jusqu'à la vessie. Donc là, on a un panel assez large, à la fois de causes réelles, mais aussi de facteurs favorisants. Infection urinaire, incontinence, il y a un rapport. Est-ce que des gens qui font beaucoup d'infections urinaires vont devenir plus facilement incontinents ou pas du tout? Non, il n'y a pas de rapport dans ce sens-là, si ce n'est que lorsque vous avez une infection urinaire, vous ne contrôlez pas forcément tout à fait bien votre continence. Il n'y a pas de relation entre les deux. C'est le temps de l'infection. Voilà, exactement. Mais une incontinence urinaire, par définition, elle est permanente. Alors, quelles précautions au quotidien? Boire, pas boire? Je suppose qu'il ne faut pas trop boire quand même. Alors, il faut boire à sa soif, mais il ne faut pas boire trop non plus. Mais là où on a souvent des soucis, c'est parce que des femmes peuvent, surtout avec l'âge, à la fois faire des infections urinaires, donc on leur dira buvez davantage, madame, sauf que si elles boivent tout le temps, elles vont se lever pour faire pipi, elles vont avoir des fuites. Donc, il faut trouver le bon équilibre, apprendre à boire à sa soif. Ça, c'est déjà une chose. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme boisson? Surboire quand même, parce qu'on voit beaucoup de gens, on parlait de la potomanie tout à l'heure, on voit des gens se balader à longueur de journée avec une petite bouteille d'eau à la main. Alors, est-ce qu'on boit une bonne fois quand on a soif et puis après on fait autre chose, ou est-ce qu'il faut avoir toujours sa petite bouteille d'eau à la main puis boire 3 gouttes comme les Américaines font souvent? Ça, je pense que c'est vraiment une aberration. Je pense qu'on porte encore le poids de cette publicité qu'on connaissait quand on était plus jeune. Buvez, éliminez. J'ai interrogé mes collègues néphrologues, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est un peu comme l'alimentation. On a perdu, quand on voit le nombre de gens qui ont des problèmes de poids, la satiété et l'appétit naturel. Et pour boire, c'est la même chose.
Pour la soif, c'est pareil. On a une soif qui doit être régulée. On boit quand on a soif. Mais cette espèce de manie de se trimballer avec sa petite bouteille d'eau ou bien son mug, je pense que quelque part, ça va aggraver les problèmes d'incontinence urinaire. Et pourtant, on nous dit qu'il faut se forcer à boire quand on vieillit. Ça, c'est quand on rentre dans le grand âge. Ah, dans le grand âge, c'est autre Faut pas chose. confondre. Ah, il ne faut pas confondre, hein. Dans le grand âge, c'est vrai que la régulation de la soif n'est plus aussi bonne qu'elle n'était et surtout le risque de déshydratation avec le grand âge est plus important. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut boire, pas boire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il faut boire, pas boire? Alors, du café, tiens. Un petit café le matin. Un petit café le matin. Alors, c'est une idée tout à fait répandue. Tout le monde vous dira, tous les excitants pour la vessie, tabac, café, thé, c'est pas bon pour les incontinences urinaires. Ok, je le répète aussi, j'ai fait la littérature et j'ai pas trouvé d'études qui le prouvaient. Mais l'expérience des médecins et des patients, ça a aussi un sens. Ça fait aussi partie de l'évidence base médecine, cette histoire-là. Maintenant, ce qui a été démontré, c'est l'eau gazeuse. Et on ne le dit pas si souvent à nos patients. L'eau gazeuse, ça, c'est un facteur d'hyperexcitabilité de la vessie. Une étude que j'ai trouvée. J'en sais rien. En tout cas, ça a été... J'en sais rien. En tout cas, ça a été démontré dans les études que j'ai recherchées par rapport à ça. Mais c'est vrai que le tabac, possiblement l'alcool aussi, sont des excitants pour la vessie. Alors, donc tabac, alcool, alors, vous m'avez parlé de l'eau gazeuse. Vous venez de Strasbourg, la bière. Je déteste Parce la que bière. c'est gazeux, puis on en boit beaucoup en général. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Tout à fait. Et en plus, vous gagnez le birbuche, comme on dit. Voilà. Donc la bière, on évite. Bien sûr. Hein, une fois de temps en temps. Oh, pour se désaltérer, pourquoi pas. Voilà. Quelles précautions après chaque grossesse? Alors déjà, avant chaque grossesse, évitez de faire des gros bébés. Donc, évitez le diabète gestationnel. Alors, je ne vais pas vous demander de limiter votre nombre de bébés en ayant 5 à mon actif, mais essayez de les faire quand même de moins de 3 kg. Ça, c'est la première précaution. Et là, on a vraiment un gros travail à faire sur la prévention de la macrosomie. Alors, est-ce qu'il faut, après chaque accouchement, faire des séances de rééducation du périnée? C'est aussi une idée reçue. Après l'accouchement, à 6 semaines, on va faire un examen postnatal et on va tester ce périnée. C'est pas compliqué, on met 2 doigts dans le vagin, on dit à madame, serrez. On va voir ce qu'elle sait faire avec son périnée. Alors on a tout, il y en a qui serrent, mais vraiment très bien, et il y en a d'autres, serrés, il ne se passe rien. Donc en fonction de notre examen, on va choisir qu'est-ce qu'on fait comme rééducation. Une femme qui a un bon périnée, qui sait le serrer, déjà on va lui dire, allez, quand vous allaitez, vous téléphonez, faites des petites contractions de votre périnée. Ça va déjà nous le rééduquer. Et on prescrira chez un kiné une rééducation abdominaux-périnéale. Jamais faire les abdominaux sans avoir contrôlé son périnée. Maintenant, il y a des femmes qui, après l'accouchement, commencent à avoir des petites fuites. Là, on va diriger vers une sage-femme pour faire une rééducation dédiée. Et cette rééducation, elle sera choisie en fonction des capacités de la femme de mobiliser son périnée ou pas, puisque tout le monde n'arrive pas à le faire. Donc, c'est du cas par cas. Le périnée, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser toute la journée. On peut le faire au boulot, hein, ça ne se voit pas. Non. Il suffit de... Voilà, exactement. Alors, le périnée, c'est quand même bien de savoir ce que c'est. Hein. Le périnée, c'est notre soubassement, on va dire. Hein. C'est tendu entre le coccyx derrière, la symphyse pubienne devant. C'est une espèce de hamac. Et ce hamac, il est traversé d'arrière en avant par l'anus, le vagin et le fameux urètre. Et ça, on peut le travailler, on peut le mobiliser, on peut le contracter. Et quand il y a une fuite qui s'annonce parce qu'on va éternuer, si on a le temps, ou quand on tousse, on serre et ça tient. Et c'est même un muscle essentiel, hein, parce qu'il est sollicité par pesanteur déjà tout au long de notre vie. Et c'est un muscle complètement essentiel. Il a aussi à voir dans notre posture, il a à voir dans la vie sexuelle. Enfin, c'est vraiment le muscle le plus important de l'organisme, pratiquement. Travaillons notre périnée. Au boulot. Voilà. Et alors, y compris les hommes? Ah ben oui, les hommes aussi ont un périnée, figurez-vous. Eh ben voilà. Absolument. Bon, à quel âge il faut se préoccuper de tout ça? Dès qu'on est gêné par rapport à ça. Dès qu'on est gêné Dès qu'on est gêné, on va en parler, quel que soit l'âge. Quand consulter, tiens, c'est une question qu'on a posée à notre professeur Yann Nozillet, quand consulter, y compris pour les hommes, parce que nous aussi, on a nos petits problèmes de fuite et on n'ose pas toujours en parler. Quand consulter, professeur Yann Nozillet? Consulter un urologue pour prendre en charge vos fuites urinaires va dépendre de l'importance de celle-ci dans votre vie quotidienne.
Celles pour lesquelles l'urologue sera le moins efficace sont clairement ce qu'on appelle les gouttes retardataires, c'est-à-dire celles qui consistent à avoir quelques gouttes qui continuent de s'écouler après la miction, notamment en se relevant, en se rhabillant, et qui peuvent souiller les sous-vêtements. C'est désagréable, mais cela est dû au siphon simplement formé par l'urètre en dessous du sphincter, qui finit de se vider après que l'on soit allé aux toilettes. Et donc contre ça, il n'y a pas grand-chose de spécifique, de médical ou de chirurgical à faire. En revanche, si vous avez des fuites qui surviennent alors que vous ne vous y attendez pas, des fuites incontrôlables, ou si clairement à l'effort, à la toux, au rire, vous avez des pertes d'urine et qui vous gênent, alors un urologue va pouvoir vous venir en aide en vous prescrivant des soins adaptés, de la rééducation périnéale et éventuellement des examens complémentaires pour mieux comprendre pourquoi vous souffrez de ces fuites. Les solutions, Odile Bagot. Multiples. On commence déjà par essayer d'éliminer les facteurs de risque. On élimine ce qui va exciter un peu notre vessie. Ensuite, on a de la rééducation. C'est toujours la première chose à faire, quelle que soit la solution qu'on va envisager après, que ce soit des médicaments ou de la chirurgie. La rééducation, elle peut être manuelle. Elle peut se faire avec des dispositifs qu'on met dans le vagin. C'est l'équivalent des œufs de yoni ou des boules de geisha qui vont stimuler le périnée. Le but, c'est que notre sphincter de secours, il sache marcher, il sache fonctionner. Les femmes vont acheter ça parce que c'est des trucs qu'on trouve dans les sex shops, ça. Non, ça se trouve aussi en pharmacie sous forme de dispositif médical. C'est l'équivalent de... Voilà, ça se trouve sur Internet si on veut les acheter en toute discrétion. Maintenant, on a aussi des sondes dites d'électrostimulation qui vont donc envoyer des petites impulsions électriques pour muscler, mais passivement, le muscle du périnée. Ça peut se faire chez soi, il y a des sondes, ça peut se faire chez un professionnel. Ça peut se faire aussi, ces sondes intravaginales, avec ce qu'on appelle du biofeedback, c'est-à-dire que vous allez voir, soit sur un appareil, quel est le résultat de votre contraction. Il existe même maintenant des sondes qui sont connectées à votre téléphone, qui vont vous faire des jeux, des exercices, qui vont permettre de muscler son périnée, soit de manière, on va dire, en endurance, c'est-à-dire qu'il faut serrer longtemps, en résistance, il faut serrer fort, ou même en rapidité. Et c'est ludique, parce que comme ça, on voit les résultats, on voit la progression. Voilà, celles qui n'arrivent pas à mettre de sonde, il existe une espèce de culotte aussi qui peut donner, chez une femme très âgée avec une atrophie vaginale, elle n'arrivera pas à mettre une sonde. On a aussi des dispositifs qui permettent une électrostimulation externe. Est-ce qu'il y a des médicaments aussi ? Il y a des médicaments pour l'hyperexcitabilité qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Il y a certaines contre-indications qui ont un effet secondaire très désagréable, qui est souvent une sécheresse buccale. Et beaucoup de femmes préfèrent parfois avoir la culotte mouillée que la bouche sèche. Et ça, ce n'est pas évident de le faire au long cours. La chirurgie, le professeur Noziel l'a évoqué dans ses interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, la chirurgie, avant de passer à la chirurgie, il est impératif de caractériser de manière tout à fait précise l'incontinence urinaire. La chirurgie s'adresse essentiellement aux incontinences urinaires d'effort et pour ça, il faudra faire ce qu'on appelle des épreuves urodynamiques avant. Si c'est bien une incontinence d'effort par défaut de transmission de la dite pression, à ce moment-là, on peut vous mettre des bretelles. On passe une petite bandelette sous le sphincter, on remonte tout le monde dans l'abdomen et le tour est joué. Et le tour est joué, et c'est fini. Bon. Pratiquement. Pratiquement. Bon, c'est quand même une chirurgie un poil lourde. Elle n'est pas si lourde que ça, elle est très très fréquente, elle a eu mauvaise presse et là, l'enquête de l'HAS a bien montré que si on a posé la bonne indication, il faut bien le faire dans la bonne indication et souvent les incontinences urinaires peuvent être mixtes, donc elles peuvent être par impériosité, par hyperexcitabilité et par effort. Donc, si l'indication est bien posée, si l'opérateur est entraîné, eh bien à ce moment-là, on a peu de complications et ça change la vie des femmes d'avoir mis des bandelettes. Et justement, alors, est-ce qu'il y a des contre-indications ? À la chirurgie, c'est beaucoup des contre-indications dépendantes de l'état général de la femme. C'est vrai qu'on arrive pratiquement toujours à avoir des solutions. Maintenant, certaines femmes très âgées, qui ont une pathologie cardiaque ou autre qui est importante, la chirurgie risque d'être dangereuse. Donc, c'est vraiment dans ces très rares cas et qu'on ne devrait pratiquement plus voir qu'on peut envisager les protections, voire même l'épaisseur, pour remonter un peu la vessie. En fait, les bandelettes et la chirurgie, c'est véritablement un dernier recours. C'est si on n'a pas fait tout le reste avant. Ou pas ? Ah non, parce qu'en fait, jamais la rééducation ne fera remonter une vessie. C'est-à-dire que quand vous avez une incontinence urinaire d'effort, votre périnée, vous l'avez musclé pour réussir à pallier les fuites. Mais ça n'a pas fait remonter votre sphincter. À un moment, il faut remonter ce sphincter. Et quand le sphincter est insuffisant, alors là, c'est une très très grosse chirurgie, c'est le sphincter artificiel. Mais ça, on n'en parlera pas. Mais les bandelettes, c'est courant, c'est fréquent, il ne faut pas s'en priver. Il nous reste 2 minutes pour évoquer les protections.
Les protections, c'est vraiment du dernier recours, qu'on en trouve en maison de retraite quand la personne est grabataire, pourquoi pas. Mais il n'est pas question qu'une femme autonome, quel que soit son âge, aille se fournir en protection sans avoir consulté avant pour voir s'il n'y a pas une autre solution. Et pourquoi on voit beaucoup de pubs à la télé sur des culottes qui protègent contre les fuites urinaires et on nous montre des femmes de 40, 45 ans? C'est un vrai scandale. Une femme de 40-45 ans, elle ne doit pas porter des protections urinaires. Le seul cas où on n'aurait pas de solution pour elle, ce serait un sphincter complètement insuffisant. C'est rare. Et là, à 45-50 ans, eh ben, on fera la grosse chirurgie du sphincter artificiel. Mais ce genre de protection, les femmes vont aller le faire parce qu'elles ont honte. Elles n'osent pas en parler. Elles ont parfois peur des traitements. Et là, elles le font en toute discrétion. Mais c'est une mauvaise idée. Cette idée de la femme pimpante qui a sa culotte comme ça, c'est une manière aussi de banaliser la fuite urinaire et de dire vous en occupez pas. Hop, on a des... Oui, Bon, et puis n'allez pas voir un médecin. N'allez pas voir un médecin. Pour finir, fuite urinaire et incontinence, c'est la même chose? Parce que j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, c'est pas la même chose. Alors, pour nous médecins, c'est la même chose. Mais c'est vrai que pour une femme, ça minimise de dire j'ai une petite fuite plutôt que de dire je suis incontinente. Je pense que c'est juste dans le ressenti, mais en fait, c'est la même pathologie. En fait, c'est la même pathologie. Et donc, il ne faut pas laisser s'aggraver les choses, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin. Je vous remercie, Odile Bagot, d'être passée sur le plateau de Capital Santé. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Ménopause, pas de panique, Vagin, on vous dit tout. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.